Bonsoir tout le monde. Je reviens sur quelques détails relatifs aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, je complète un petit peu ma vidéo sur le thème de Pygmalion que j'ai développé précédemment. Alors, je me suis peut-être pas toujours fait bien comprendre et donc je vais essayer d'expliciter un peu plus les choses et de donner des exemples concrets surtout, hein. Alors, le pervers, il essaie de vous façonner à sa façon, il essaie de vous transformer en ce qu'il voudrait que vous soyez, pour deux raisons principales. Pour pouvoir bénéficier d'une personne qui corresponde à ses désirs finalement, à ses attentes, en termes de comportement surtout, en termes aussi de physique, puisqu'on peut jouer en partie sur son physique jusqu'à un certain point. Et aussi, ce n'est pas seulement, à mon avis, pour avoir quelqu'un qui corresponde vraiment à ce qu'il veut, quelqu'un qui va le mettre en valeur, hein, par contamination, si je puis dire. Il va se trouver avec quelqu'un qui sera beau physiquement, qui sera intelligent, qui aura beaucoup de qualités, qu'il aura lui-même en partie contribué à façonner, enfin le croit-il du moins. Il aura au moins essayé d'obtenir des comportements en société, des façons de s'habiller peut-être que la personne cible n'avait pas à l'origine, donc il l'aura un peu modelé jusqu'à un certain point. Le comportement, c'est peut-être plus facile à modeler encore, d'une certaine manière. Et aussi, en faisant cela, il montre le contrôle qu'il a sur vous. C'est-à-dire qu'il peut prendre un plaisir sadique à voir que vous lui obéissez finalement et que vous allez dans son sens. C'est-à-dire que vous vous habillez comme il voudrait que vous vous habillez, vous parlez de la façon dont il le souhaite lui-même, etc. Voilà, le fait qu'il y a ces deux aspects au moins. En fait, aussi, alors pour donner des exemples concrets, je vais vous citer quelques cas, hein, je ne vais pas vous dire d'où je les tire, mais ce sont des cas réels en tout cas. Par exemple, s'il trouve que vous êtes trop poilu, oui, ça arrive, hein, vous avez du poil sur la poitrine par exemple, et ben il va vous demander de vous raser, et vous allez obtempérer au départ si vous êtes sous emprise. Si il trouve que vous habillez de façon trop moderne, il va exiger que vous soyez un petit peu plus suranné dans votre mise. S'il pense que vous parlez trop lorsque vous êtes au restaurant avec lui, avec des amis, il va faire en sorte que vous taisiez, c'est-à-dire et il va vous enjoindre de vous taire, soit pendant la séance au restaurant, soit en amont ou en aval. Il peut vous le faire le reproche. Alors là, c'est à la fois du contrôle, le plaisir de contrôler, et aussi la volonté d'avoir quelqu'un qui correspond à l'idéal que lui, le pervers, voudrait avoir. Et il y a aussi peut-être derrière tout ça une peur que vous, en dehors du plaisir du contrôle, une peur que vous dérapiez et que vous sortiez de son emprise et que ça le mette en difficulté. Vous voyez, il n'y a pas seulement le plaisir, à mon avis, il y a aussi ça. Alors, je prends d'autres exemples. Si vous avez 40 ans, il va vous trouver trop âgé et va vous mettre en compétition avec des gens de 20 ans. Si vous avez 20 ans, il va estimer que vous êtes inculte par rapport à son ami de 40 ans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si vous réclamez des mails, je sais pas, tous les 2 jours, tous les 3 jours, il va exiger que vous un rythme moins soutenu, c'est-à-dire que c'est même pas ça, il va imposer un rythme complètement artificiel. Un message ou un coup de fil, on le passe de façon spontanée, sans forcément réfléchir. Enfin, on fait attention de ne pas déranger les personnes, on vérifie les horaires quand même, voilà, on fait attention quand même, il y a un contrôle de notre part qui est normal, c'est la politesse élémentaire. Eh bien, lui, il va faire en sorte de fixer, vous imposer des coups de fil à des dates précises, à des heures précises, mais sans raison apparente.
sans explication, et il va vous imposer des mails, par exemple, tous les 15 jours. Mais c'est totalement artificiel, puisque un mail, c'est pas 2 fois par mois que vous allez l'envoyer, ça peut être un mois, ça peut être, si vous voyez pas la personne, évidemment, hein, si vous êtes loin, ça peut être 3 fois une journée, et plus rien pendant une semaine, ça peut être, c'est irrégulier, ce n'est pas mathématique. Et bien, pour contrôler la situation, parce qu'il a peur que la situation échappe à son contrôle, et par plaisir de vous pénaliser, de vous montrer que vous êtes dans l'erreur, il va vous imposer des règles. Et aussi, ça correspond à une volonté aussi d'avoir une personne malléable qui corresponde à ses désirs. Il n'a pas envie d'être dérangé. C'est vrai qu'un coup de fil peut nous déranger. Même quand on apprécie la personne, on peut être pris par autre chose. Mais lui, il veut contrôler tout. Contrôler parce que ça lui fait plaisir de contrôler. Contrôler pour vous faire du mal. Contrôler parce qu'il a peur que vous lui échappiez finalement. Et contrôler pour obtenir une personne, un individu qui corresponde à ses désirs, à lui. Voilà, il ne tient compte que de lui. Il va ensuite vous attaquer sur différentes choses. En fait, au bout d'un moment, quand vous serez avec cette personne, il est tellement dans le contrôle, tellement oui, dans le contrôle, que vous allez vous sentir complètement à l'étroit, comme si vous chaussez du 44 qu'on vous impose du 32. C'est à peu près ça, hein, voilà. Et vous ne savez plus quoi faire, vous n'osez plus ouvrir la bouche, prendre la parole, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais tourner ça pour qu'ils le prennent pas mal. Bon, ça arrive, attention, avec des gens tout à fait normaux et pas manipulateurs du tout. On a tous des côtés pénibles, difficiles, et on a tous, à un moment donné, un problème sur un point précis avec un conjoint ou une conjointe. Hein. Mais là, c'est systématique, c'est-à-dire que vous allez tout contrôler. Contrôler le moment où, lors d'un repas, par exemple, où il a invité des amis à lui, où vous prenez la parole, il va contrôler votre prise de parole, les thèmes que vous abordez, tout quoi en fait, tout va être contrôlé et ça va vous rendre complètement coincé, guindé. Alors ça rappelle tout ça, la mise en scène, enfin quand un metteur en scène dirige un acteur. Hein. D'ailleurs, il y a certains directeurs d'acteurs qui sont plus ou moins, comment dire, détendus, et certains veulent obtenir quelque chose de précis de la part de l'acteur ou de l'actrice, donc c'est normal qu'ils contrôlent le jeu et la manière de jouer. Mais ça peut être vraiment brimant pour certains acteurs. Je pense à ceux qui étaient dirigés par Robert Bresson, qui en sortaient vraiment complètement détruits, puisque Robert Bresson leur avait imposé un jeu souvent monocorde et qui est le contraire du jeu de l'acteur de métier. Voilà, il voulait quelque chose d'incolore. Pourquoi? Parce que quand on prononce un texte de manière monocorde, on se révèle soi-même et ça donne quelque chose d'émouvant. Dans les films de Robert Bresson, c'est ce qui apparaît. Et il voulait que l'acteur se révèle et apparaisse derrière, devant plutôt l'acteur. Hein, puisque l'acteur théâtral, par exemple ceux des années 40, 50, voire 30, ils sont très théâtraux ces acteurs. Donc ils ont un jeu inspiré du théâtre. Et ils peuvent se cacher en quelque sorte derrière ce rôle. Bon, quand on est dans le cas d'une mise en scène, ce n'est pas pareil, c'est un rôle, et le metteur en scène veut obtenir quelque chose de l'acteur, donc il est normal d'être contrôlé. Mais avec un pervers, c'est ça tout le temps, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans le contrôle de vous-même, de ce que vous êtes, de la manière de vous coiffer, de vous habiller, de vous maquiller, de vous raser ou de ne pas vous raser, de vous muscler s'il vous juge insuffisamment musclé, que sais-je encore, de parler de façon différente s'il estime que votre intonation ne lui convient pas. Par exemple, mais là c'est difficile parce que ça vous amène à vous taire. Hein. Vous pouvez pas, c'est difficile de changer une intonation une fois qu'on est adulte, qu'on l'a acquise. Je prends cet exemple parce qu'on m'a fait le coup. Hein. Vos gestes aussi. Si vos gestes lui paraissent trop délicats, au contraire trop rudes, il va vous en faire le reproche, hein, dans l'un ou l'autre cas. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que
les reproches qui sont faits par ces pervers, hein, ce sont des auto-reproches, des reproches qui se fait à lui-même. Bon, c'est classique, il y a une phrase de Freud qui dit ça, je crois que c'est peut-être dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Quand on fait une série de reproches à quelqu'un, c'est qu'en fait, c'est pour éviter de se faire ce reproche à soi-même. Et souvent, les pervers vous attaquent là où ils se sentent fragilisés. Moi, j'étais confronté à un pervers notamment qui devait ne pas se sentir suffisamment masculin. Enfin, c'est ridicule, je sais que c'est ridicule ce que je raconte, mais encore maintenant, il y a encore des stéréotypes masculins avec une voix grave, une intonation particulière, une façon de bouger les mains qui n'est pas... voilà, l'homme viril, bête et méchant tel qu'on le décrivait dans les années 50, c'est encore valable pour beaucoup de gens. Hein. J'ai envie de dire que pour beaucoup, la femme, ça doit être une mijaurée et l'homme, un gros connard. Hein. Mais il y a encore des gens qui sont dans cette logique, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et donc, j'ai été confronté donc, à un pervers il y a une treizaine d'années, je ne sais pas si ça se dit, une treizaine d'années, presque 14 ans, je dirais, qui, ne se sentant sans doute pas suffisamment masculin lui-même, ce qui est ridicule, selon les canons peut-être ridicule et stéréotypé qu'on peut avoir, eh bien, me faisait énormément de reproches à ce sujet. Son problème était là, puisqu'il ne m'aurait pas fait autant de reproches si son problème à lui n'était pas là. Le mien était là également, parce que je ne correspondais pas à la caricature de l'homme hétérosexuel viril. J'avais un côté en plus trop intellectuel. Dès qu'on est un peu intellectuel, ça enlève le côté, je dirais, enfin intellectuel, c'est pas le terme, mais qu'on donne cette impression, du moins, dans une manière de parler un peu élaborée, un peu surannée, ça enlève l'aspect viril, entre guillemets, hein, ça n'a aucun sens, je sais, qu'un homme était censé avoir à mon époque quand j'étais gamin. Il faut dire ce qui est. Hein. Je suis né dans les années 70, c'est un peu ce qu'on véhiculait comme idée. Et donc il jouait beaucoup là-dessus. Il voyait que c'était mon point faible, selon lui. Ce n'est pas un point faible, c'est ni un point faible ni un point fort, c'est rien. C'est quelque chose qui plaît ou qui plaît pas. Soit quand on est face à une personne, elle nous plaît rarement intégralement, même quand on l'aime beaucoup. Hein. Et on finit par aimer ce qu'on considérait comme des défauts, alors parce qu'on aime la personne, quoi, voilà. Et donc, il était axé là-dessus, et il me critiquait sur ces aspects, puisque ça le gênait. Il voyait que moi, c'était un travers qu'on pouvait me reprocher, hein, que l'hétérosexuel de base pouvait me reprocher, et lui, il avait également cette problématique, enfin ce, entre guillemets, défaut, et voilà, je crois que c'était ça. Hein. Et par contre, sur d'autres thèmes, il ne me critiquait absolument pas. Sur mes livres, par exemple, à part qu'il me disait que j'utilisais trop d'adverbes et d'adjectifs, ce qui était rigoureusement vrai, là j'assumais complètement, même des gens très bienveillants me l'ont dit, hein, que mon style, il y avait beaucoup de redondance à l'origine dans mon style, hein, comment dire, il disait que mes histoires étaient idéalistes, mais il ne critiquait pas fondamentalement sur la qualité, et lui, au contraire, je pense que ça le mettait en valeur de fréquenter quelqu'un qui était capable, même si beaucoup prétendent être écrivains à l'heure actuelle, hein, d'écrire quelque chose de conséquent qui tenait debout quand même, hein, qui n'était pas le chef-d'œuvre du siècle, mais quand même qui avait une certaine assise littéraire, donc ça le mettait en valeur. Hein. Il y en a eu d'autres comme ça d'ailleurs, hein, qui ont utilisé cet aspect, l'apparence intelligente, intellectuelle, je ne sais pas comment, que je peux donner quand même, hein, parce que j'ai un discours quand même construit, je m'exprime de façon un peu recherchée, pas précieuse, mais un petit peu recherchée quand même. Donc ça peut, dans un certain contexte, jeter une poudre aux yeux et être mis en valeur. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je pense. Et donc, il y en a eu quelques-uns qui ont utilisé cet aspect-là. Voilà. Mais le problème le plus criant avec la personne dont je parle, c'était ce manque de virilité qu'il percevait chez lui et aussi chez moi. Mais de toute façon, les choses devenaient impossibles puisque être en sa présence avec quelqu'un d'autre en plus ou seul devenait un exploit. Il fallait sans arrêt contrôler sa mimique. Il me disait ne prends pas cet air de chien battu, c'est peu viril. La phrase est complètement idiote en plus, mais ça va mourir de rire, hein, vous allez rire en écoutant ça.
Et donc, il fallait que je contrôle mon regard, il fallait que je contrôle mes gestes, il fallait que je contrôle ma voix, il fallait que je contrôle le contenu de mes paroles. Il trouvait que c'est trop axé sur l'affectif, puisque ça le mettait en difficulté, puisqu'il n'avait pas cette dimension affective. Donc, forcément, hein, il ne comprenait pas ce que c'était. Il voyait, il comprenait qui j'étais, ce que je voulais, mais il le comprenait de façon théorique, de façon froide, de façon mathématique, sans le ressentir. C'est une sorte d'empathie négative. Enfin, empathie, c'est... Bon, le terme n'est pas exact finalement, parce qu'il ne le ressentait pas, il le comprenait très exactement, mais sans être capable de le ressentir. Et voilà, et donc ça donnait... ce contrôle permanent rendait la vie impossible. Hein. C'est comme si vous êtes dans une cour royale et qu'il y a une étiquette à respecter. Là, l'étiquette, vous finissez par l'acquérir. Hein. Mais là, c'était une remise en cause perpétuelle en plus, puisque une fois que vous allez obéir, vous aviez obéi finalement, vous êtes conformé, vous avez parlé d'une certaine manière, vous avez évité certains sujets, vous avez fait ci et ça, vous êtes habillé d'une certaine façon, etc. Alors, il pouvait d'ailleurs vous engueuler en amont du repas, si c'est un repas public, ou en aval, hein, l'un ou l'autre. Une fois que vous avez eu tout ça... passez tout ça en tête et vous aviez parfaitement réussi votre examen, vous aviez modifié votre timbre qui était plus viril selon les canons imbéciles qu'on peut avoir, vous avez modifié votre façon de vous habiller plus moderne et plus jeune, vous êtes rasé quelques poils, vous avez abordé des sujets anodins et insipides, sans intérêt, dénués d'affect, brillants mais vides. Alors c'était parti, c'était parfait, mais non, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui serait passé? Il nous aurait reproché notre manque de spontanéité, et il serait parti sur d'autres caractéristiques, d'autres travers. Et au bout d'un moment, on craque, on ne peut plus tenir, puisqu'on ne peut pas tout le temps contrôler son comportement, c'est impossible. Voilà. Donc c'est quelque chose sans fin, et donc il ne faut pas obéir à partir du moment où quelqu'un vous dit, vous contrôle, sauf sur des points très précis, par exemple si vous vous mettez à rôter à table, ou je sais pas, des choses vraiment grosses, qu'on peut vous reprocher légitimement, si vous oubliez de vous laver et que ça empeste l'atmosphère, si, je sais pas moi, si vous arrivez nu à un repas, bon, il y a des choses extrêmes, hein, j'exagère un peu, mais il y a des choses qui ne passent pas. Voilà, mais si les gens commencent à contrôler ce que vous dites, ce que vous faites, la façon dont vous vous habillez, dont vous vous rasez, la couleur de vos cheveux, etc., votre âge, vous n'y pouvez rien d'ailleurs, votre âge, eh bien il faut laisser tomber, hein, je crois qu'il faut arrêter là. Et il y en avait même un autre qui m'avait reproché une mèche qui pendait, parce que j'avais plus de cheveux, je l'ai porté plus long, j'avais les cheveux un peu plus longs et plus de cheveux. Alors, cette frange n'allait pas, cette mèche tombait au milieu du front, hein, mais il fallait qu'elle tombe légèrement 1 centimètre au-dessus, en gros. Voilà, donc là, on est dans la débilité profonde. Là, j'ai tout de suite compris qu'il était taré. Et je me dis, mais bon, ben, au revoir, monsieur. Hein. Voilà. Mais là, c'était trop gros, c'est tellement poussé qu'à la limite, ça n'avait plus d'impact. Mais c'est vrai que quand on est dans ces situations, on ne voit pas venir les choses, on est dans un état de sidération, et on se laisse embobiner si on ne comprend pas le sujet, le problème. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur le côté Pygmalion et cette emprise qui vous paralyse en quelque sorte, et on ne peut pas, enfin, bon, on ne peut pas être totalement naturel, ça n'existe pas. Être spontané, ça n'est pas possible, ce n'est pas possible. Là, je suis en face de vous, je suis relativement spontané, mais je me contrôle quand même. Je contrôle ce que je raconte, la façon dont je le dis, le vocabulaire que j'utilise, parce que je suis très vigilant sur le vocabulaire. Moi, vous savez, hein, je n'aime pas les mots relâchés. Je m'autocontrôle déjà suffisamment, j'ai envie de dire. Alors si en plus on en rajoute une couche, alors là c'est fini, moi je vais être paralysé. Hein. Déjà que je suis un peu, pas guindé, mais enfin c'est pas le terme, un petit peu contrôlé par nature, hein, parce que j'aime bien donner, parce que je suis prétentieux, je pense déjà, hein, j'aime bien donner de moi une image plutôt positive, pas être trop moche devant la caméra, pas trop, je veux pas avoir l'air trop con, utiliser des termes trop approximatifs, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, ça me faisait en plus une surdose, et j'étais
paralytique, hein, je pouvais plus, enfin, et je suis pas resté longtemps paralytique, rassurez-vous, hein, parce que moi je suis pas du genre à me laisser faire longtemps finalement. Hein. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, et chers pervers narcissiques qui me regardaient, qui mettaient régulièrement des pouces à l'envers, à disliker et à vous abonner, ça me fera plus de points, je m'amuse à compter mes points abonnement, hein, ça me conforte dans l'idée que mes vidéos peuvent intéresser. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, bonne soirée.